On a pu se demander s'il y avait vraiment une conscience du rêve, l'étrangeté d'un rêve, peut-être tel qu'il semble qu'un autre sujet vienne rêver en nous. Un rêve me visita. Voilà bien la formule qui signe la passivité des grands rêves nocturnes. Ces rêves, il faut bien que nous les réhabitions pour nous convaincre qu'ils furent les nôtres. Après coup, on a fait des récits, des histoires de notre temps, des aventures de notre monde. À beau mentir qui revient de loin, nous ajoutons souvent innocemment, inconsciemment, un trait qui augmente le pittoresque de notre aventure dans le royaume de la nuit. Avez-vous remarqué la physionomie de l'homme qui raconte son rêve? Il sourit de son drame, de ses effrois, il s'en amuse. Il voudrait que vous vous amusassiez. Le conteur de rêve jouit parfois de son rêve comme d'une œuvre originale. Il y vit une originalité déléguée. Aussi est-il très surpris quand un psychanalyste lui dit qu'un autre rêveur a connu la même originalité. La conviction d'un rêveur de rêve d'avoir vécu le rêve qu'il raconte ne doit pas nous faire illusion. C'est une conviction rapportée qui se renforce chaque fois qu'on le raconte. Il n'y a certainement pas identité entre le sujet qui raconte et le sujet qui a rêvé. Une élucidation proprement phénoménologique du rêve nocturne est de ce fait un difficile problème. On aurait sans doute des éléments pour résoudre ce problème si l'on développait davantage une psychologie et consécutivement une phénoménologie de la rêverie. Au lieu de chercher du rêve dans la rêverie, on chercherait de la rêverie dans le rêve. Il y a des plages de tranquillité au milieu des cauchemars. Robert Desnos notait ces interférences du rêve et de la rêverie. Bien qu'endormi et rêvant sans pouvoir faire la part exacte du rêve et de la rêverie, je regarde la notion de décor. Autant dire que le rêveur, dans la nuit du sommeil, retrouve les splendeurs du jour. Il est alors conscient de la beauté du monde. La beauté du monde, rêvée, lui rend un instant sa conscience. Et c'est ainsi que la rêverie illustre un repos de l'être, que la rêverie illustre un bien-être. Le rêveur et sa rêverie entrent corps et âme dans la substance du bonheur. Dans une visite à Nemours, en 1844, Victor Hugo était sorti au crépuscule pour aller voir quelques grès bizarres. La nuit vient, la ville se tait. Où est la ville? Tout cela n'était ni une ville, ni une église, ni une rivière, ni de la couleur, ni de la lumière, ni de l'ombre. C'était de la rêverie. Je suis resté longtemps immobile, me laissant doucement pénétrer par cet ensemble inexprimable, par la sérénité du ciel, par la mélancolie de l'heure. Je ne sais ce qui se passait dans mon esprit et je ne pourrais le dire. C'était un de ces moments ineffables où l'on sent en soi quelque chose qui s'endort et quelque chose qui s'éveille. Victor Hugo écrit « La mer observée est une rêverie ». Ainsi, c'est tout un univers qui vient contribuer à notre bonheur quand la rêverie vient accentuer notre repos. À qui veut rêver bien, il faut dire commencer par être heureux. Alors la rêverie parcourt son véritable destin. Elle devient rêverie poétique. Tout par elle, en elle, devient beau. Si le rêveur avait du métier avec sa rêverie, il ferait une œuvre. Et cette œuvre serait grandiose, puisque le monde rêvé est automatiquement grandiose. Les métaphysiciens parlent souvent d'une ouverture au monde, mais à les entendre, il semble qu'il n'est qu'un rideau à tirer pour se trouver d'un coup en une seule illumination en face du monde. Que d'expériences de métaphysique concrètes nous aurions si nous donnions plus d'attention à la rêverie poétique. S'ouvrir au monde objectif, entrer dans le monde objectif, constituer un monde que nous tenons pour objectif. Longues démarches qui ne peuvent être décrites que par la psychologie positive. Mais ces démarches, pour constituer à travers 1000 rectifications un monde stable, nous font oublier l'éclat des ouvertures premières. La rêverie poétique nous donne le monde des mondes. La rêverie poétique est une rêverie cosmique. Elle est une ouverture à un monde beau, à des mondes beaux. Elle donne au moi un non-moi qui est le bien du moi, le non-moi mien. C'est ce non-moi mien qui enchante le moi du rêveur et que les poètes savent nous faire partager. Pour moi, rêveur, c'est ce non-moi mien qui me permet de vivre ma confiance d'être au monde. En face d'un monde réel, on peut découvrir en soi-même l'état du souci. Alors on est jeté dans le monde, livré à l'inhumanité du monde, à la négativité du monde. Le monde est alors le néant de l'humain. Les exigences de notre fonction du réel nous obligent à nous adapter à la réalité,
à nous constituer comme une réalité, à fabriquer des œuvres qui sont des réalités. Mais la rêverie, dans son essence même, ne nous libère-t-elle pas de la fonction du réel? Dès qu'on la considère en sa simplicité, on voit bien qu'elle est le témoignage d'une fonction de l'irréel, fonction normale, fonction utile, qui garde le psychisme humain en marge de toutes les brutalités d'un non-moi hostile, d'un non-moi étranger. Il est des heures dans la vie d'un poète où la rêverie assimile le réel lui-même. Ce qu'il perçoit est alors assimilé. Le monde réel est absorbé par le monde imaginaire. Shelley nous livre un véritable théorème de la phénoménologie quand il dit que l'imagination est capable de nous faire créer ce que nous voyons. En suivant Shelley, en suivant les poètes, la phénoménologie de la perception elle-même doit céder la place à la phénoménologie de l'imagination créatrice. Par l'imagination, grâce aux subtilités de la fonction de l'irréel, nous rentrons dans le monde de la confiance, le monde de l'être confiant, le propre monde de la rêverie. Nous donnerons par la suite bien des exemples de ces rêveries cosmiques qui lient le rêveur et son monde. Cette union s'offre d'elle-même à l'enquête phénoménologique. La connaissance du monde réel demanderait des recherches phénoménologiques complexes. Les mondes rêvés, les mondes de la rêverie diurne, en bon éveil, relèvent d'une phénoménologie vraiment élémentaire. Et c'est ainsi que nous en sommes venus à penser que c'est avec la rêverie qu'il faut apprendre la phénoménologie. La rêverie cosmique, telle que nous l'étudierons, est un phénomène de la solitude, un phénomène qui a sa racine dans l'âme du rêveur. Elle n'a pas besoin d'un désert pour s'établir et croître, il suffit d'un prétexte, non d'une cause, pour que nous nous mettions en situation de solitude rêveuse. Dans cette solitude, les souvenirs eux-mêmes s'établissent en tableau, les décors priment le drame, les tristes souvenirs prennent du moins la paix de la mélancolie. Et cela encore met une différence entre la rêverie et le rêve. Le rêve reste surchargé des passions mal vécues dans la vie du jour. La solitude dans le rêve nocturne a toujours une hostilité. Elle est étrange, ce n'est pas vraiment notre solitude. Les rêveries cosmiques nous écartent des rêveries de projet. Elles nous placent dans un monde et non pas dans une société. Une sorte de stabilité, de tranquillité appartient à la rêverie cosmique. Elle nous aide à échapper au temps, c'est un état. Allons au fond de son essence, c'est un état d'âme. Nous disions dans un livre antérieur que la poésie nous apporte des documents pour une phénoménologie de l'âme. C'est toute l'âme qui se livre avec l'univers poétique du poète. À l'esprit reste la tâche de faire des systèmes, d'agencer des expériences diverses pour tenter de comprendre l'univers. À l'esprit convient la patience de s'instruire tout le long du passé du savoir. Le passé de l'âme est si loin. L'âme ne vit pas au fil du temps, elle trouve son repos dans les univers que la rêverie imagine. Nous croyons donc pouvoir montrer que les images cosmiques appartiennent à l'âme solitaire, à l'âme principe de toute solitude. Les idées s'affinent et se multiplient dans le commerce des esprits. Les images, dans leur splendeur, réalisent une très simple communion des âmes. Deux vocabulaires devraient être organisés pour étudier l'un le savoir, l'autre la poésie. Mais ces vocabulaires ne se correspondent pas. Il serait vain de dresser des dictionnaires pour traduire une langue dans une autre. Et la langue des poètes doit être apprise directement, très précisément comme le langage des âmes. Sans doute on pourrait demander à un philosophe qu'il étudiât cette communion des âmes dans des domaines plus dramatiques, en engageant des valeurs humaines ou surhumaines qui passent pour plus importantes que les valeurs poétiques. Mais les grandes expériences d'âme gagnent-elles à être proclamées? Ne peut-on se confier à la profondeur de tout retentissement pour que chacun, lisant des pages sensibles, participe à sa manière à l'invitation d'une rêverie poétique? Nous croyons quant à nous, nous l'expliquerons dans un chapitre de ce livre, que l'enfance anonyme révèle plus de choses sur l'âme humaine que l'enfance singulière prise dans le contexte d'une histoire familiale. L'essentiel, c'est qu'une image touche juste. On peut espérer alors qu'elle prendra le chemin de l'âme, qu'elle ne s'embarrassera pas dans les objections de l'esprit critique, qu'elle ne sera pas arrêtée par la lourde mécanique des refoulements. Comme c'est simple de retrouver son âme à fond de rêverie, la rêverie nous met en état d'âme naissante. Ainsi, dans notre étude modeste des plus simples images, notre ambition philosophique est grande. C'est de prouver que la rêverie nous donne le monde d'une âme, qu'une image poétique porte témoignage d'une âme qui découvre son monde, le monde où elle voudrait vivre, où elle est digne de vivre.
Avant d'indiquer plus précisément les questions particulières qui sont traitées dans cet essai, je voudrais en justifier le titre. En parlant d'une poétique de la rêverie, alors que le titre tout simple, la rêverie poétique, m'a longtemps tenté, j'ai voulu marquer la force de cohérence que reçoit un rêveur quand il est vraiment fidèle à ses songes, et que ces songes prennent précisément une cohérence du fait de leur valeur poétique. La poésie constitue à la fois le rêveur et son monde, alors que le rêve nocturne peut désorganiser une âme, propager dans le jour même les folies essayées dans la nuit. La bonne rêverie aide vraiment l'âme à jouir de son repos, à jouir d'une unité facile. Les psychologues, dans leur ivresse de réalisme, insistent trop sur le caractère d'évasion de nos rêveries. Ils ne reconnaissent pas toujours que la rêverie tisse autour du rêveur des liens doux, qu'elle est due, liant, bref, dans toute la force du terme, la rêverie poétise le rêveur. Du côté du rêveur, constituant le rêveur, on doit donc reconnaître une puissance de poétisation qu'on peut bien désigner comme une poétique psychologique, une poétique de la psyché où toutes les forces psychiques trouvent une harmonie. Nous voudrions donc faire glisser la puissance de coordination et d'harmonie depuis l'adjectif jusqu'au substantif et établir une poétique de la rêverie poétique, marquant ainsi en répétant le même mot que le substantif vient de gagner la tonalité de la lettre. Une poétique de la rêverie poétique, grande ambition, trop grande ambition, puisqu'elle reviendrait à donner à tout lecteur de poème une conscience de poète. Sans doute, nous ne réussirons jamais pleinement ce renversement qui nous ferait passer de l'expression poétique à une conscience de créateur, du moins si nous pouvions amorcer un tel renversement qui redonnerait bonne conscience à un être rêveur. Notre poétique de la rêverie aurait atteint son but. Disons donc maintenant brièvement dans quel esprit nous avons écrit les différents chapitres de cet essai, avant de nous engager dans les recherches de poétique positive, recherches appuyées suivant notre coutume de philosophie, de philosophes prudents sur des documents précis. Nous avons voulu écrire un chapitre plus fragile, sans doute trop personnel, sur lequel nous devons, dès cette introduction, nous expliquer. Nous avons pris pour titre de ce chapitre « Rêverie sur la rêverie » et nous l'avons divisé en deux parties. La première partie ayant pour titre « Le rêveur de mots » et la seconde « Animus et anima ». Nous avons développé au cours de ce double chapitre des idées aventureuses, faciles à contredire, bien propres, nous le craignons, à arrêter le lecteur qui n'aime pas trouver des oisivetés dans un ouvrage où l'on promet d'organiser des idées. Mais puisqu'il s'agissait pour nous de vivre dans la brume du psychisme, rêvant ce nous, était un devoir, de sincérité, de dire toutes les rêveries qui nous tentent, les rêveries singulières qui dérangent souvent nos rêveries raisonnables, un devoir de suivre jusqu'au bout les lignes d'aberration qui nous sont familières. Je suis en effet un rêveur de mots écrits. Je crois lire, un mot m'arrête, je quitte la page. Les syllabes du mot se mettent à s'agiter, les accents toniques se mettent à s'inverser. Le mot abandonne son sens comme une surcharge trop lourde qui empêche de rêver. Les mots prennent alors d'autres significations comme s'ils avaient le droit d'être jeunes. Et les mots s'en vont, cherchant dans les fourrés du vocabulaire de nouvelles compagnies, de mauvaises compagnies. Que de conflits mineurs ne faut-il pas résoudre quand de la rêverie vagabonde, on revient au vocabulaire raisonnable. Et c'est pis lorsque, lieu de lire, je me mets à écrire. Lorsqu'au lieu de lire, je me mets à écrire. Sous la plume, l'anatomie des syllabes se déroule lentement. Le mot vit syllabe par syllabe en danger de rêverie interne. Comment le maintenir en bloc en l'enstreignant à ses habituelles servitudes dans la phrase ébauchée, une phrase qu'on va peut-être rayer du manuscrit? La rêverie me ramifie-t-elle pas la phrase commencée? Le mot est un bourgeon qui tente une ramille. Comment ne pas rêver en écrivant? C'est la plume qui rêve, c'est la page blanche qui donne le droit de rêver. Si seulement on pouvait écrire pour soi seul. Qu'il est dur le destin d'un faiseur de livres. Il faut tailler et recoudre pour avoir de la suite dans les idées. Mais écrivant un livre sur la rêverie, le jour n'est-il pas venu de laisser courir la plume, de laisser parler la rêverie, et mieux encore de rêver la rêverie dans le temps même où l'on croit la transcrire? Je suis, ai-je besoin de le dire, un ignorant en linguistique. Les mots, dans leur lointain passé, ont le passé de mes rêveries,
Ils sont pour un rêveur de mots, tout gonflé de Vésanie. D'ailleurs que chacun y songe qu'il couve un peu un mot familier entre tous. Alors l'éclosion la plus inattendue, la plus rare, sort du mot qui dormait dans sa signification inerte, comme un fossile de signification. Oui, vraiment, les mots rêvent, mais je ne veux dire qu'une des Vésanies de mes rêveries de mots. Pour chaque mot masculin, je rêve un féminin bien associé, maritalement associé. J'aime à rêver 2 fois les beaux mots de la langue française. Bien entendu, une simple désinence grammaticale ne me suffit pas. Elle donnerait à croire que le féminin est un genre subalterne. Je ne suis heureux qu'après avoir trouvé un féminin quasi à sa racine dans l'extrême profondeur, autant dire dans la profondeur du féminin. Le genre des mots, quelle bifurcation! Mais est-on jamais sûr de bien faire le partage? Quelle expérience ou quelle lumière a guidé les premiers choix? L'opinion de Ferenczi sur la recherche de l'origine des mots ne peut manquer de recevoir l'opprobre des savants linguistes. Pour Ferenczi, un des plus fins psychanalystes, la recherche des étymologies est un substitut des questions enfantines sur l'origine des enfants. Ferenczi évoque un article de Sperberg, Imago 1914, Jahrgang, sur la théorie sexuelle du langage. On réconcilierait peut-être les savants linguistes et les femmes psychanalystes si l'on posait le problème psychologique et de la linguistique de la langue maternelle effective. Cette langue qu'on apprend dans le giron des mères. Alors l'être est au moment où la langue se dérouille, où elle baigne encore dans les bonheurs liquides et où elle est, comme disait un auteur du XVIe siècle, le mercure du petit monde. Le vocabulaire, semble-t-il, est partial, il privilégie le masculin en traitant bien souvent le féminin comme un genre dérivé subalterne, rouvrir dans les mots eux-mêmes des profondeurs féminines. Voilà donc un de mes songes sur les vertus linguistiques. Si nous nous sommes permis de faire confidence de tous ces 20 songes, c'est qu'ils nous ont préparés à accepter une des thèses principales que nous voulons défendre dans le présent ouvrage. La rêverie si différente du rêve, qui lui est si souvent marqué des durs accents du masculin, nous est en effet apparu au-delà des mots cette fois, d'essence féminine. La rêverie menée dans la tranquillité de la journée, dans la paix du repos, la rêverie vraiment naturelle, et la puissance même de l'être au repos. Elle est vraiment pour tout être humain, homme ou femme, un des états féminins de l'âme. Nous essayons dans le 2e chapitre d'apporter des preuves moins personnelles à cette thèse, mais pour gagner quelques idées, il faut aimer beaucoup les chimères. Nous avons avoué nos chimères. Qui acceptera de suivre ces chimériques indices, qui groupera ses propres rêveries en rêveries de rêveries, trouvera peut-être, à fond de songe, la grande tranquillité de l'être humain intime. Il retournera à ce cinécée des souvenances qu'est toute mémoire, très ancienne mémoire. Notre second chapitre, plus positif que le premier, doit cependant être mis encore sous la mention générale des rêveries de rêveries. Nous nous servons de notre mieux des documents fournis par les psychologues, mais comme nous nous mêlons ces documents à nos propres idées songes, il convient que le philosophe qui utilise le savoir des psychologues garde la responsabilité de ses propres aberrations. La situation de la femme dans le monde moderne a fait l'objet de nombreuses recherches. Des livres comme ceux de Simone de Beauvoir et de Wyttendyk sont des analyses qui touchent le fond des problèmes. Nous ne bornons nos observations qu'à des situations oniriques en essayant de préciser un peu comment le masculin et le féminin surtout, travaillent nos rêveries. Nous emprunterons alors la plupart de nos arguments à la psychologie des profondeurs. Dans de nombreuses œuvres, Carl Gustav Jung a montré l'existence d'une dualité profonde de la psyché humaine. Il a mis cette dualité sous le double signe d'un animus et d'une anima. Pour lui et pour ses disciples, en tout psychisme, que ce soit celui d'un homme ou celui d'une femme, on trouve tantôt coopérant, tantôt se heurtant, un animus et une anima. Nous ne suivrons pas tous les développements que la psychologie des profondeurs a donnés à ce thème d'une dualité intime. Nous voulons simplement montrer que la rêverie, dans son état le plus simple, le plus pur, appartient à l'anima. Certes, toute schématisation risque de mutiler la réalité, mais elle aide à fixer des perspectives. Disons donc que pour nous, en gros, le rêve relève de l'animus et la rêverie de l'anima. La rêverie sans drame, sans événement, sans histoire, nous donne le véritable repos, le repos du féminin.
Nous y gagnons la douceur de vivre. Douceur, lenteur, paix, telle est la devise de la rêverie en anima. C'est dans la rêverie qu'on peut trouver les éléments fondamentaux pour une philosophie du repos. Vers ce pôle de l'anima vont nos rêveries qui nous ramènent à notre enfance. Ces rêveries vers l'enfance feront l'objet de notre troisième chapitre. Mais dès maintenant, il nous faut indiquer sous quel angle nous examinons les souvenirs d'enfance. Au cours de travaux antérieurs, nous avons souvent dit qu'on ne pouvait guère faire une psychologie de l'imagination créatrice si l'on ne parvenait pas à distinguer nettement l'imagination et la mémoire. S'il y a un domaine où la distinction soit difficile entre toutes, c'est le domaine des souvenirs d'enfance, le domaine des images aimées, gardées depuis l'enfance dans la mémoire. Ces souvenirs qui vivent par image, dans la vertu d'image, deviennent à certaines heures de notre vie, en particulier dans le temps de l'âge apaisé, l'origine et la matière d'une rêverie complexe. La mémoire rêve, la rêverie se souvient. Quand cette rêverie du souvenir devient le germe d'une œuvre poétique, le complexe de mémoire et d'imagination se resserre. Il a des actions multiples et réciproques qui trompent la sincérité du poète. Plus exactement, les souvenirs de l'enfance heureuse sont dits avec une sincérité de poète. Sans cesse, l'imagination ranime la mémoire, illustre la mémoire. Nous essaierons de présenter sous une forme condensée une philosophie ontologique de l'enfance qui dégage le caractère durable de l'enfance. Par certains de ses traits, l'enfance dure toute la vie. Elle revient à animer de larges secteurs de la vie adulte. D'abord, l'enfance ne quitte jamais ses gîtes nocturnes. En nous, un enfant vient parfois veiller dans notre sommeil, mais dans la vie éveillée elle-même, quand la rêverie travaille sur notre histoire, l'enfance qui est en nous nous apporte son bienfait. Il faut vivre. Il est parfois très beau de vivre avec l'enfant qu'on a été. On en reçoit une conscience de racine. Tout l'arbre de l'être s'en réconforte. Les poètes nous aideront à retrouver en nous cette enfance vivante, cette enfance permanente, durable, immobile. Dès notre introduction, il nous faut souligner que dans ce chapitre sur la rêverie vers l'enfance, nous ne développons pas une psychologie de l'enfant. Nous n'envisageons l'enfance que comme un thème de rêverie, thème retrouvé dans tous les âges de la vie. Nous nous maintenons dans une rêverie et dans une méditation d'anima. Bien d'autres recherches seraient nécessaires pour éclairer les drames de l'enfance, pour montrer surtout que ces drames ne s'effacent pas, qu'ils peuvent renaître, qu'ils veulent renaître. La colère dure, les colères primitives réveillent des enfants endormis. Parfois, dans la solitude, ces colères refoulées nourrissent des projets de vengeance, des plans de crime. Ce sont là des constructions d'animus. Ce ne sont pas des rêveries d'anima. Il faudrait un autre plan d'enquête que la nôtre pour les examiner. Mais pour tout psychologue étudiant l'imagination du drame, doit se référer aux colères d'enfants, aux révoltes d'adolescence. Un psychologue des profondeurs comme est le poète Pierre-Jean Jouve n'y manque pas. Ayant à mettre une préface à des contes auxquels il a donné le titre « Histoire sanglante », le poète, dans une condensation de culture psychanalytique, dit qu'à la base de ces histoires, il y a des états d'enfance. Les drames inaccomplis donnent des œuvres où l'animus est actif, clairvoyant, prudent et audacieux, complexe. Tout à notre tâche d'analyser des rêveries. Nous laissons de côté les projets d'animus. Notre chapitre sur les rêveries vers l'enfance n'est donc qu'une contribution à la métaphysique du temps élégiaque. Après tout, ce temps de l'élégie intime, ce temps du regret qui dure est une réalité psychologique. C'est lui qui est la durée qui dure. Notre chapitre se présente donc comme une ébauche d'une métaphysique de l'inoubliable. Mais il est difficile à un philosophe de se distraire de ses longues habitudes de pensée, même en écrivant un livre de loisirs. Les mots, les anciens mots, veulent rentrer en service.